Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. On ouvre évidemment ce journal à Gaza. Que se passe-t-il là-bas? Depuis l'attaque israélienne de la flottille de la paix hier, peu d'informations circulent. Les 6 bateaux sont au port d'Ashdod, au sud d'Israël. 45 passagers sont en voie d'expulsion. Certains sont même détenus dans une prison du sud d'Israël. Écoutez le détail avec Asna Belmeki. Poings liés et solidement encadrés par des policiers israéliens, un à un, les passagers de la flottille humanitaire pour Gaza partent rejoindre la prison d'Ashdod, centre pénitentiaire situé dans le sud du pays. Les détenus, 480 au total, vont être interrogés dans la journée. Après quoi, les autorités décideront au cas par cas ceux qui seront libérés et ceux contre lesquels des poursuites judiciaires seront engagées. Certains ont d'ailleurs déjà été expulsés du pays. Il s'agit de 6 militants d'origine grecque. Ils ont rejoint Athènes ce matin. 48 autres personnes de diverses nationalités attendent actuellement leur expulsion à l'aéroport de Tel Aviv. Enfin, si pour l'heure la nationalité et l'identité des 9 personnes tuées durant l'abordage restent un mystère, on connaît la situation des 45 passagers blessés. D'origine turque pour la plupart, ils sont pour l'heure toujours hospitalisés dans différents établissements du pays. Une délégation du Croissant-Rouge turc est déjà sur place pour évaluer la situation afin de pouvoir les rapatrier au plus vite. Et nous étions tout à l'heure en direct avec Ziad Midour, coordinateur au Centre de la paix à Gaza. Il nous annonçait les expulsions de passagers et l'ouverture du passage de Rafah. Écoutez. Écoutez, la situation dans la bande de Gaza, il y a toujours ce différents rassemblements au port de Gaza, beaucoup de délégations, beaucoup de tendances politiques qui viennent au port de Gaza pour protester, pour montrer leur indignation, leur colère, exprimer leur colère et leur tristesse après ce qui s'est passé hier. Les nouvelles qui viennent d'Israël, vous savez qu'il y a des liens, des sources d'information de pouvoir local qui ont des liens avec surtout les Turcs, les bateaux turcs, qu'il y a 2 centres d'arrestation donc en Israël, un centre basé sur le port d'Ashdod et un centre où il y a 48 personnes, la majorité sont des Turcs, dans des prisons à Ashkelon au sud d'Israël. Les dernières nouvelles sur place, on vient d'apprendre, les nouvelles viennent de tomber, que les autorités égyptiennes viennent d'annoncer l'ouverture immédiate de passage de Rafah à partir d'aujourd'hui jusqu'à une nouvelle ordre, donc une ouverture illimitée. Et ça, il montre donc l'importance des réactions donc arabes et internationales pour lever le blocus. Je pense que cette réaction, la première réaction égyptienne, c'est la première pour essayer un peu de lever le blocus. Je pense après ça, il y aura beaucoup de réactions concrètes. Qu'est-ce qu'attendent les Gazaouis? Une réaction directe pour lever le blocus imposé d'une façon illégale par les forces d'occupation israéliennes depuis plus de 3 ans et demi maintenant. Et les violences risquent de s'accentuer dans la région. La police israélienne a même élevé son niveau d'alerte. Conséquence directe, dans la nuit, 2 combattants palestiniens ont été tués par des Israéliens. Les 2 hommes ont franchi la clôture de sécurité et se sont infiltrés en Israël depuis la bande de Gaza. C'est là que les tirs ont été échangés entre les Gazaouis et les soldats de l'État hébreu. C'est en tout cas l'indignation un peu partout dans le monde. La communauté internationale a vite réagi. Les pays de l'OTAN vont tenir une réunion spéciale dans la journée, réunion extraordinaire aussi de la Ligue arabe. Et le Conseil de sécurité de l'ONU s'est rassemblé en urgence pour finalement n'accoucher que d'une faible déclaration. Israël n'est pas condamné et une enquête doit être ouverte. Rim Benhammer. Ils se sont réunis pendant plus de 12 heures. Ils ont fini par adopter un texte à minima. Réunis en urgence hier, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont contentés d'une déclaration non contraignante contre Israël. Le Conseil de sécurité regrette les pertes humaines et les blessures infligées par l'opération militaire dans les eaux internationales contre la flottille en route pour Gaza. Le Conseil de sécurité condamne ces actes. Des débats interminables, en cause l'incapacité pour les États-Unis et la Turquie de se mettre d'accord sur certains termes du texte. Et alors que la plupart des pays exigeaient une enquête indépendante, les États-Unis ont milité pour la confier à l'État hébreu. Nous soutenons une enquête israélienne, comme je l'ai dit. Nous croyons qu'Israël peut conduire une investigation interne crédible, impartiale et transparente. Du côté des représentants arabes, c'est la déception.
Comme vous pouvez l'imaginer, la Palestine, le Liban et la Turquie auraient aimé un texte plus fort et nous avons essayé de l'obtenir. La mobilisation de la communauté internationale ne faiblit pas pour autant. Après l'OTAN et la Ligue arabe, ce sera au tour du Conseil des droits de l'homme de l'ONU de se réunir dès demain. En Europe, au Liban, en Égypte, en Turquie et bien sûr au Maroc, les gens sont sortis dans la rue pour dénoncer cette violence de l'État hébreu. Regardez ces images à Rabat. Plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées. Un sit-in a même eu lieu. Et vous avez pu voir des scènes semblables à Tanger et à Casablanca. Al-Qaïda l'a annoncé, l'organisation a bien perdu l'un de ses hommes forts en Afghanistan, son numéro 3 plus exactement, Mustafa Abu al-Yazid, plus connu sous le nom de Saïd al-Masri, aurait été tué dans les zones tribales du Pakistan. C'était le financier des attentats du 11 septembre, Taoufiq Nasseri. On le disait très discret, voire réservé. Mustafa Abu al-Yazid était l'administrateur du réseau Al-Qaïda, la clé de toutes ces opérations. Al-Yazid, 54 ans, connu sous son nom de guerre, Saïd al-Masri, est l'un des fondateurs du réseau dans les années 80. C'était l'homme de confiance d'Oussama Ben Laden et de Ayman Zawahiri, le troisième sur la liste des hommes à abattre. Selon la police fédérale américaine, ce serait lui le grand argentier d'Al-Qaïda. Saïd al-Masri aurait financé les attentats du 11 septembre. Pourtant, il n'a jamais figuré sur la liste des 10 hommes recherchés par Washington. L'homme a même été qualifié d'aimable par le journal Washington Post, qui l'a interviewé il y a quelques années. Al-Qaïda vient de reconnaître la perte de son numéro 3. Cette perte fragilisera-t-elle l'organisation? Le gouvernement afghan, en tout cas, en doute. Un mot de l'actualité au Maroc. La haute commission mixte maroco-portugaise se réunit aujourd'hui et demain à Marrakech. Ce sera sous la coprésidence des deux premiers ministres marocains et portugais, Abbas El Fassi et José Socrates. Au programme de cette 11e session, des entretiens entre les deux premiers ministres et des rencontres par secteur entre ministres marocains et ministres portugais. Un échec pour BP dans le golfe du Mexique et le cours de la compagnie s'effondre immédiatement en bourse, moins 15% en début d'échange à Londres. Une mauvaise nouvelle pour British Petroleum à qui la marée noire a déjà coûté 990 millions de dollars. Et très mauvaise période aussi pour l'euro. La monnaie européenne est au plus bas depuis 4 ans. Elle chute largement. Elle est à 1,21 $ contre 1,23 $ hier. Et ce, bien sûr, à cause de la mauvaise santé financière de la zone. Nous sommes maintenant à 10 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, mais jusqu'à présent, l'Afrique du Sud était plus connue pour son climat de violence que pour ses stades. Là-bas, on compte une 50aine de meurtres par jour et au crime ordinaire s'ajoutent pour ce mondial des menaces d'attentats. Alors la sécurité est au cœur des préoccupations. Mounir Soussi. Les rues sud-africaines seront-elles assez sûres durant la Coupe du Monde? Cette question est en suspens depuis que le pays sait qu'il organisera l'événement. Et à moins de 2 semaines du coup d'envoi, les autorités tentent de rassurer, malgré un taux de criminalité affolant. Premièrement, je n'essaierai jamais de nier qu'il y a de la délinquance et des crimes violents en Afrique du Sud. C'est un fait. Mais il y a plusieurs choses que l'on oublie de dire. On oublie par exemple de dire que bien qu'il y ait eu plus de 18 000 meurtres l'an passé, ce chiffre est en constante diminution. 18 487 assassinats, soit 50 meurtres par jour et autant de tentatives. Et même si la situation s'améliore depuis 1994, le pays reste parmi les plus dangereux au monde. Une réputation difficile à porter pour les citoyens sud-africains. C'est une minorité qui gâche la fête du plus grand nombre, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, tout ce que j'espère, c'est que la sécurité sera au niveau. Et au crime ordinaire s'ajoute l'agitation politique. Au début du mois de mai, la police a déjoué un complot de l'extrême droite blanche et 2 semaines plus tard, c'était une menace d'Al-Qaïda qui venait donner des nuits blanches aux forces de sécurité. Pendant la compétition, 41 000 policiers suréquipés seront sur le pied de guerre avec hélicoptères, jet-skis et équipements flambant neufs pour protéger touristes et joueurs. Les sélections auront droit à une garde rapprochée, la police suivra les équipes dans chacun de leurs déplacements, à l'hôtel et même lors des entraînements. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.mediansat.ma. Très bonne après-midi sur notre antenne.